on est dans les années 2000. Dans l'actualité du jeu vidéo est sorti la PS2, Majora's Mask, un des meilleurs jeux d'assassinat, et les Sims premier du nom. Bref, ce sont les années glorieuses du début de la 3D. En 2000 a aussi lieu un événement annuel de la part de Nintendo, l'avant-dernier en date de son histoire, le Nintendo Space World. Déjà, lors de cet événement, est présentée la petite sœur de la Nintendo 64, la GameCube, mais aussi la prochaine génération de consoles portables, la Game Boy Advance. Vous connaissez à peu près la suite de leur histoire, du moins j'espère, mais il y a eu autre chose que simplement des consoles. Une démo technique, celle du futur de la saga Zelda, mais ça c'est pour une autre vidéo. Il y a eu une autre démo, celle de Super Mario 128. Pourquoi 128 ? Parce que 64 x 2 ça fait 128 aux dernières nouvelles. On y voit quoi ? C'est une bonne question. Un Mario qui prend un cube et le jette dans le vide, puis un deuxième Mario, puis un troisième et ainsi de suite, jusqu'à arriver au nombre total de 128. Alors les Marios se jettent entre eux, dans le vide, la surface se déforme, devient une pizza, puis va dans une GameCube. Vous l'aurez compris, c'est une démonstration technique de ce que peut faire une GameCube pour les prochains jeux qui seront dessus. La personne derrière cette démonstration a un nom, Yoshiaki Koizumi. Peut-être que ça ne vous dit rien. Pour vous donner un visage à ce nom, c'est le gars qui aujourd'hui est présent dans beaucoup de directs. Mais c'est aussi un game designer très talentueux, à l'origine du manuel de A Link to the Past ou en partie du scénario de Link's Awakening. Il s'est donc forgé un certain nom dans le milieu et une expertise, et son expertise lui dit que ce qui devrait être la suite de Mario 64, ça n'a pas d'avenir. Il suggère plutôt de faire quelque chose de peu ambitieux, mais son collègue Shigeru Miyamoto, le père de Mario de Link, lui je ne vous le présente même pas, insiste pour qu'une équipe exploite des idées données par cette démo et donc en faire un jeu. Des idées sont données, et au Nintendo Space World de 2001 est présenté Super Mario Sunshine, qui sort un an plus tard en 2002. Shigeru confirme plus tard dans une interview que Super Mario 128 et Sunshine sont deux jeux différents, mais aussi que 128 a été avorté. Pourtant, certains de ces concepts ont été repris dans un autre projet. De Super Mario 128 se ressortira aussi une autre idée, une boule. Pourquoi ? Parce qu'un jour Miyamoto a regardé un hamster en train de courir dans sa roue et s'est dit « Et si Mario se déplaçait sur des surfaces sphériques ?» On suggère alors une autre idée. Et si c'était une aventure à travers l'espace ? Le projet est lancé, des concepts sont dessinés, codés, testés, supprimés, ajoutés, des défauts et des critiques de Mario Sunshine sont refaits, bref, et surtout, ce sera sur Wii, parce que depuis le début du projet, des années ont passé, et la GameCube se fait déjà vieille. Il est temps de laisser place à une des consoles qui va raser le marché entier. Le développement continue, et le 1er novembre 2007, les gens possédant un Wii entrent le CD de leur tout nouveau jeu dans la console, et le lancent. Et ils vivent une aventure. Mario Galaxy, dès sa sortie, était différent. Ils ont notamment demandé à un gars qui était vraiment allé dans l'espace de venir promouvoir le jeu, Buzz Aldrin. Vous savez, la seconde personne à avoir posé le pied sur la Lune. Ouais, rien que ça. Pour parler de Mario Galaxy, je vais parfois le comparer avec Mario 64 pour montrer à quel point ils se sont améliorés et à quel point il est différent des autres jeux Mario 3D. Si Mario 64 démarre tout simplement avec Mario sortant d'un tuyau sur invitation de Peach, Mario Galaxy démarre avec une trame scénaristique. Tous les 100 ans, au royaume champignon, se profile dans le ciel une comète faisant tomber derrière elle des fragments d'étoiles. Les Toads ramènent ces éclats et en font une fête, à laquelle Mario est convié par Peach. Le jeu démarre donc avec Mario au royaume champignon. La fête est joyeuse, l'ambiance est magique, les paysages sont superbes. Et c'est déjà quelque chose qui frappe, les textures sont de bonne qualité, les graphismes sont vraiment excellents pour une console comme la Wii, et les critiques le noteront. Et puis, l'élément perturbateur de notre histoire survient. Bowser, encore une fois, accompagné de ses éternels vaisseaux bombardant la fête, mais aussi d'une soucoupe volante, kidnappe Peach pour la énième fois. La différence ici, c'est d'abord qu'il n'y a pas juste le kidnapping et on y va, non. Mario doit aller jusqu'au château dans l'espoir de sauver la princesse, mais surtout, vous avez vu cette cinématique ? Où Mario court en panique, où les bâtiments sont attaqués, où un plan montre la dominance de Bowser sur Peach par sa hauteur ? Qu'est-ce que de la mise en scène vient faire dans un jeu sur un plombier italien ?
Et lorsque Mario arrive au château, celui-ci est tracté dans les airs sur une musique épique, et Kamek, qui de sa baguette, projette Mario d'une force qui tuerait n'importe qui. Puis, plus rien. Alors avant de passer à la suite, citez-moi un jeu Mario qui fait autant d'efforts de mise en scène. Même le plus récent comme Mario Odyssey n'a pas fait ça. Dans Odyssey, le but de Bowser était de se marier avec Peach. Ici, c'est de créer sa propre galaxie à son effigie. C'est quand même une sacrée différence dans les enjeux. Pourquoi ? Parce que Koizumi, le réalisateur du jeu, a fait un travail de mise en scène, à la fois lors des cinématiques et en jeu, gigantesque, et aussi parce qu'il voulait être cinéaste avant de travailler dans le jeu vidéo. Bon, je parle, mais il faut qu'on continue. On se retrouve donc sur une planète, assez petite, qui se révèle en fait être un mini tuto des contrôles basiques, sauter et marcher. Qu'est-ce qui vous frappe le plus là-dedans ? C'est le calme ? Où est la panique qu'il y avait il y a 5 minutes ? Si personne n'est en panique, ça veut dire qu'on est loin, très loin dans l'espace, à un endroit qu'on n'a encore jamais exploré. C'est un appel à l'aventure. Bon, pour l'instant, cette aventure, elle se résume à attraper 3 lapins, mais ça va venir, faites-moi confiance. Lorsqu'on les attrape, on rencontre Harmony, la gardienne des petites créatures que l'on va voir souvent, les Lumas. Elle nous confie ce Luma blanc, qui nous permet d'obtenir la mécanique la plus importante, l'attaque. Lors du début du développement du jeu, la Wii n'était même pas encore en développement. Lorsque la Wiimote a été développée, on a su qu'il fallait en faire quelque chose. On est donc sorti l'attaque tournoyante. On nous enseigne immédiatement comment l'utiliser. Puis, Harmony nous informe que Bowser est aussi passé par là, et qu'elle a besoin de notre aide. Couplé à l'information du fait qu'on est très loin quelque part dans la galaxie, ça pose une question. À quel point Bowser est-il puissant ? Mais on n'a pas le temps de réfléchir parce qu'on nous envoie dans la première galaxie, qui est en réalité une extension du tuto. Mais c'est pas grave, parce qu'on découvre déjà que la flotte du roi des Koopas est bien présente, et ensuite, 2 choses extrêmement importantes. D'abord, le travail de caméra. Un des gros défauts implantés à Mario Sunshine était que parfois la caméra était ingérable, et ce, parce que le joueur en avait le contrôle total, et donc ne pouvait pas se concentrer à la fois sur la caméra et le gameplay du jeu. Alors en la reprenant, non seulement elle est plus stable, primordiale dans un jeu dont les angles de vue sont infinis, et aussi ça permet de donner lieu à des plans en jeu extrêmement stylés, pendant le niveau et quand on y entre. Dans Mario 64, on va dans un niveau en y apparaissant par un tuyau, alors que dans Galaxy... La seconde chose est, vous l'avez peut-être compris parce que vous l'entendez depuis le début, la musique. Son temps épique, sa diversité, c'est une des premières fois dans l'histoire du jeu vidéo où de la musique orchestrale est faite pour ce domaine, et en étant aussi belle. Je parlerai des musiques tout au long de la vidéo, je n'ai pas envie de les enchaîner comme ça parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire dessus à chaque fois, mais déjà celle-ci. Tout de suite on a l'impression d'être dans un autre endroit comparé au festival des étoiles de tout à l'heure. C'est nouveau, c'est encourageant, c'est héroïque, ça sonne comme un début d'aventure en fait. Un début d'aventure qu'on retrouvera à chaque fois qu'on choisira un niveau, parce que le début de cette musique, c'est aussi celle-là. Sachez qu'au départ, les musiques auraient dû être totalement différentes. Le compositeur principal du jeu, Maito Yokota, voulait au début de la musique avec des instruments latins et des bruitages de films de science-fiction. Il écrit plusieurs mélodies dans ce style, mais est tout de suite refusé par Koji Kondo. Si tu penses, d'une façon ou d'une autre, que Mario est un personnage mignon, alors débarrasse-toi de cette idée. Yokota est sur le point de démissionner, mais Kondo lui demande de refaire un essai. Il lui explique que le plombier est plutôt un personnage cool. Il revient alors avec de la pop, un mélange de pop et d'orchestral, et de l'orchestral. Miyamoto écoute un seul morceau et choisit la dernière option sans hésiter. C'est comme ça que sont nées les légendaires musiques de Mario Galaxy. Une fois ce premier monde terminé, on obtient une grande étoile et on la ramène à un endroit inconnu.
Il s'agit de l'observatoire de la comète. Et c'est ici que l'on retrouve Harmony. Il nous explique que cet observatoire a le pouvoir de se déplacer dans le cosmos, mais Bowser les ayant privés de leur source d'énergie, les étoiles, le vaisseau est limité. Notre rôle sera donc d'en récupérer un maximum pour aller au cœur de l'univers retrouver Peach et battre Bowser, qui est déjà en pleine construction de ses avant-postes et de ses galaxies. Vous l'aurez compris, l'observatoire est donc le hub de Mario Galaxy, mais c'est plus que ça, c'est une maison. Celle d'Harmony et de ses Luma, et on le ressent ça, on voit ses habitants vivre, se déplacer, discuter, se dire bonjour, on peut interagir avec eux, on prend parfois plaisir à se poser ici et écouter la paisible musique de l'observatoire avant de retourner à l'aventure. Je suis là, perdu dans l'espace infini de l'univers, et je fais la sieste sur un vaisseau cosmique. Et c'est génial! Bon allez, il est temps d'y retourner. Je vous propose donc d'aller ici, puisqu'on n'a pas vraiment le choix, hein. J'adore l'ambiance de cette pièce, spécifiquement, je sais pas pourquoi, la peinture, le télescope. Ok, déjà c'est là qu'on découvre à quel point un Mario peut te donner des sensations géniales. Et aussi que le truc des planètes c'est une bonne idée. Personne n'a jamais fait ça dans l'histoire du jeu vidéo. Et... attendez. Vous voyez pourquoi la musique a changé? Observez cette structure. Il n'y a rien de naturel, c'est forcément construit par la main de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quelque chose d'artificiel, et les instruments utilisés le sont aussi, électroniques et non pas orchestrales. Et donc, on traverse le satellite et on récupère notre première vraie étoile cette fois. Et c'est à peu près comme ça que va se dérouler le gameplay du jeu. On traverse des planètes avec des environnements différents, en partant de l'observatoire de la comète, parfois avec des boss comme un Dino Piranha qui est une référence à Sunshine ou un poulpe. Mais, est-ce que vous avez vu dans la première galaxie qu'on a traversée? Bon, on n'est pas allé sur toutes les planètes du système, ça veut dire qu'on va y retourner. On nous a tissé d'autres étoiles avant même d'attraper notre vraie première, parce qu'en fait, il y a des bateaux volants, parce qu'en fait, il y a un combat de boss. Et ça, vous l'aviez pas vu avant que le jeu vous le permette, comme vous n'aviez pas vu qu'il y avait la flotte de Bowser à quelques centaines de mètres de vous au tuto, grâce au travail de caméra. Et ainsi de suite, vous allez tout traverser, comme un royaume d'abeilles où vous débloquez un des meilleurs power-ups du monde, et que vous ne reverrez que très rarement dans l'aventure. Pourquoi? Parce que Nintendo ne crée pas des power-ups pour créer du contenu. Il en crée parce que le niveau avait besoin d'un truc en plus pour le rendre fun comme les autres. Dans ce royaume, vous verrez aussi les Toad, ou plutôt la brigade Toad, déterminée à vous aider dans votre quête des étoiles, et qui va donc s'installer sur l'observatoire pour y reconstruire leur vaisseau. Parce que oui, cet observatoire, vous allez les voir évoluer et grandir, vous allez y retrouver vos amis les Toad qui vont vous aider en vous trouvant des étoiles ou en vous apportant le courrier, mais aussi Luigi, votre frère, que vous pourrez contrôler à la fin du jeu. Mais il n'y a pas que les habitants qui vont évoluer, le cœur de l'observatoire aussi, parce qu'il n'est pas à pleine puissance, et en parlant de puissance, on arrive bientôt à la dernière planète de ce système. Vous remarquerez le travail de caméra encore une fois. On nous montre une fois le boss, puis on nous met sur une autre planète, et avec une musique plutôt stressante pour un jeu Mario. Et quand on y arrive, ce n'est pas Bowser, mais son fils, qui lui-même va déléguer le travail à son méca géant. Vous remarquerez la musique faite à 100% d'instruments non orchestrales, parce qu'il n'y a rien de naturel en fait. C'est un avant-poste alimenté par la puissance d'une grande étoile, et non une planète. Une fois la grande étoile libérée, on retourne à l'observatoire, qui recouvre un peu plus de sa puissance, et donc, un nouveau dôme pour aller dans un nouveau système. Mais, une seconde, c'est quoi ça? Il s'agit d'un Luma goinfre. Si on lui donne assez de fragments d'étoiles, il se transforme en planète pour aller récupérer d'autres étoiles. Attendez une seconde, vous êtes en train de me dire que les planètes sur lesquelles je marche depuis tout à l'heure, ce sont des Luma? Pour l'instant, c'est pas très important, mais mettez-le dans un coin de votre tête, ça va le devenir par la suite. Pour le moment, on doit aller chercher de nouvelles étoiles. Genre celle-ci par exemple, une station militaire sur un astéroïde. Le niveau n'est pas compliqué en soi, comme tout le jeu en réalité.
Mario Galaxy n'est pas foncièrement difficile, parce que la Wii est une console familiale, mais c'est pas la difficulté qui nous intéresse, c'est l'ambiance et la musique. Regardez comment l'ambiance est différente par rapport aux premières planètes du jeu, on n'est plus dans le jardin d'une maison, on s'infiltre dans une base secrète. Il y a aussi cette étoile-là, où on se sent vraiment perdu dans l'espace. Cette galaxie est bizarrement très différente des autres. Pourquoi est-ce que quand je suis dessus, je me sens étrangement seul? Peut-être parce que cette musique est déjà si différente des autres. Et qu'elle me fait me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai la galaxie à sauver en fait. En fait, c'est le syndrome qu'on a à peu près tous si on va dans l'espace pour de vrai. C'est un truc que les astronautes de l'ISS expliquent bien, c'est qu'en partant de la Terre et en la survolant comme ça, on se rend compte à quel point on est insignifiant et fragile dans l'espace. L'être humain n'est qu'un grain de poussière dans l'infinité de l'univers. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ce mot veut dire? L'infini. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur la question, parce que ce n'est pas une vidéo sur la solitude dans l'espace, et surtout, parce qu'on arrive bientôt au deuxième avant-poste de Bowser dans cette aventure. Déjà, c'est une base, pas un avant-poste, ou plus précisément, un générateur de galaxies. Le plan de Bowser commence à se concrétiser. Et ensuite, c'est une référence. Alors à quoi? La réponse est assez simple. L'utilisation de la caméra est particulièrement bien utilisée ici parce qu'on ne se rend pas compte de ce vers quoi on s'approche, jusqu'à ce que Bowser lui-même arrive. On est entouré de soleils artificiels créés par ce fameux générateur et alimenté par une grande étoile qui est quelque part. Et puis le combat commence. D'abord c'est un combat Bowser-Mario, et ensuite la musique est juste géniale. C'est pas juste un fight contre un boss, c'est le roi Koopa. Une fois le combat terminé, Bowser ne s'avoue pas vaincu. Il a pris de l'avance sur nous et s'en va. La grande étoile apparaît, on réinstaure une autre partie du pouvoir de l'observateur de la comète et on débloque un autre dôme. Cette fois, on va aller dans un endroit un peu plus joyeux que tout à l'heure, comme une plage avec des pingouins. Je vous propose qu'on se pose un petit peu ici. Autant profiter du décor pour se raconter 2-3 trucs sur le jeu. À sa sortie, Mario 64 et Sunshine étaient un peu décevants au niveau des ventes. Et Mario Galaxy, lui en revanche, a cartonné. Il a remporté plusieurs prix et se vend encore très bien dans les marchés de l'occasion aujourd'hui. Quand je vous dis qu'il est intemporel. Bon, continuons encore, dans une autre base style militaire comme celle de tout à l'heure, mais avec une légère différence. La musique encore une fois. J'ai pas grand chose à vous dire sur cette base, si ce n'est qu'elle fait une référence évidente à Pokémon. C'est rigolo, mais des références, il y en avait déjà une tout à l'heure. Ce vaisseau là, il ressemble quand même vachement à celui d'Olimar de Pikmin. Ou alors quand on est allé secourir Luigi dans un manoir hanté, c'est peut-être évident, mais la référence à Luigi's Mansion, elle est quand même là, comme si notre frère s'était perdu dans un énième manoir et qu'une tornade l'avait emporté dans l'espace. C'est fou quand même de se dire qu'à la base on part d'une démonstration technique qui datait de la GameCube, pour finalement arriver à un jeu qui sortira sur Wii des années plus tard et... attendez encore, la musique a changé, non? Je veux dire, au niveau des instruments. Remettez au début du jeu. Donc l'observatoire n'évolue pas seulement physiquement mais aussi musicalement, comme s'il retrouvait peu à peu ses instruments perdus pour nous faire un ballet de danse magnifique. Si vous allez dans les commentaires de cette musique sur YouTube, certains racontent qu'ils l'ont mis lors de leur mariage pour ouvrir le bal. Je vous propose d'aller chercher la prochaine grande étoile, et par la même occasion, de dérouiller cette foutue flotte qui nous poursuit depuis le début du jeu. Bowser Jr. mérite une petite correction. Vous voulez une anecdote? Un truc qui m'est arrivé en étant petit quand j'ai fini le jeu. Ce boss-là a 2 phases, une où il est de côté et l'autre de face. Je gérais bien la première, mais je mourrais tout le temps à la deuxième, parce que je croyais qu'il fallait toucher les canons et pas la tête de Bowser. Donc je visais à côté, en essayant d'être précis. Donc quand j'ai refait le jeu et ce boss pour cette vidéo, je me suis vraiment traité de débile tout le long du combat. Enfin bref, on récupère une autre grande étoile et on débloque le dernier dôme du rez-de-chaussée.
Ce niveau n'est pas le plus connu de tous, mais sa musique en revanche est la représentation même de ce qu'est Mario Galaxy. Même si vous n'êtes pas un grand joueur de Nintendo, vous l'avez déjà forcément entendu. À un moment de notre aventure, Harmony nous dit que le repère de Bowser a été localisé, aux confins même de l'univers, et qu'il nous faut donc 60 étoiles en tout pour y aller. Bon attendez, il faut que je retourne chercher des étoiles dans d'autres systèmes, une seconde. C'est quoi ça? On n'avait jamais vu cette pièce? Déjà c'est extrêmement mignon, Harmony, techniquement une déesse, lit des histoires à ses Luma. Puis la déco aussi, les petites photos, le feu, bref. Est-ce que je peux entendre l'histoire moi aussi? Cette histoire est découpée en plusieurs chapitres qu'on débloque petit à petit, mais je vais vous la raconter en entier. Il était une fois une petite fille qui vivait sur une belle planète bleue avec sa famille. Une nuit, alors qu'elle dormait, elle entendit un bruit dans son jardin. S'y était écrasé un vaisseau spatial, et à l'intérieur, un enfant d'étoile. « Quel est ton nom? Es-tu perdu ?» demanda la petite fille à l'enfant. « Je suis un Luma, j'attends ma maman. Elle vient pour moi dans une comète, dit l'enfant qui attendait maintenant depuis nuit et jour. Ne t'en fais pas, j'attendrai avec toi, lui promit la petite fille. La nuit, lorsque son père dormait, elle lui empruntait son télescope et avec l'enfant Luma, observa le ciel des heures durant mais ne voyait rien. Les heures se transformèrent en jours, puis en années, mais le ciel ne laissait rien paraître. Puis, la petite fille eut une idée. Pourquoi n'y allons-nous pas nous-mêmes pour trouver ta maman? Elle et le Luma réparèrent le vaisseau rouillé et s'envolèrent dans l'espace, et c'est comme cela que leurs recherches célestes commencèrent. Des jours passèrent sans le signe de la comète ou même d'une seule planète. Au lieu de cela, des astéroïdes, aussi loin que leurs yeux leur permettaient. Si j'avais su, j'aurais amené plus de provisions, dit la petite fille. Elle avait pensé à tout, son télescope, son fil à papillon, son doudou lapin, du pain, du lait et du miel. Mais j'ai oublié de l'eau, s'exclama-t-elle. À cette phrase, le Luma explosa de rire, et la petite fille s'interrogea. Que mangeait son compagnon? Tant que j'ai des fragments d'étoiles, je peux me nourrir, tu en veux? La petite fille essaya. Ça avait un goût sucré, comme du miel. Alors, en se penchant du vaisseau, et grâce au filet à papillon, le duo put ramasser autant de fragments d'étoiles qu'il pouvait en manger. Un jour, de la lumière perça à travers le vaisseau. Pensant qu'il s'agissait du lever du soleil, la petite fille leva la tête. Mais elle ne vit qu'une comète bleu turquoise briller devant eux. Elle hurla de joie au Luma. « Nous devons aller sur cette comète !» Le duo descendit sur la comète, et vit qu'elle était faite de glace étrangement chaude. Ils regardèrent de partout, mais la maman du Luma n'était nulle part. Épuisée, la petite fille s'asseya, incapable de faire un autre pas. « Regarde !» dit soudainement le Luma, enfoui sous la glace. Des centaines et des centaines de fragments d'étoiles étaient là. « Pas mal, hein? Il y a de la glace, mais je suis prêt à parier qu'il y a aussi de l'eau ici. » Les deux décidèrent alors de rester ici un moment, et en se déplaçant avec la comète, ils continuèrent de chercher la maman du Luma. Une nuit, la petite fille rêva de sa propre mère. « Où vas-tu » dit-elle alors que sa mère s'en allait peu à peu. Sans se retourner, elle lui répondit. « Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour veiller sur toi, comme le soleil le jour ou la lune le soir. » Une vague de tristesse envahit alors la petite fille. « Et lorsqu'il pleuvra, et que je ne verrai ni la lune ni le soleil, je me transformerai en une étoile parmi les nuages, et j'attendrai que tes larmes sèchent. » Lorsqu'elle se réveilla, la petite fille pleurait à chaudes larmes. « Tu as des éclats d'étoiles dans les yeux ?» lui dit le Luma. « Ce sont des larmes. Je pleure parce que je ne verrai plus jamais ma maman. » Le Luma repensa aussi à sa maman, et se mit à pleurer avec elle. Les jours passèrent, les comètes aussi, mais aucune n'accueillait la maman du Luma. Celui-ci ne pouvait s'empêcher de pleurer. Alors, la petite fille sentit une étincelle en elle, et lui fit une promesse. « Je prendrai soin de toi. » Puis, ils décidèrent de faire de cette comète où ils étaient une véritable maison. La cuisine ira ici, et la salle de bain là. La petite fille ne s'arrêtait pas. C'est beaucoup de travail, mais cela vaut le coup pour en faire une heureuse maison. Une fois complété, le duo regarda la grande bâtisse. Ne penses-tu pas que cet endroit est très spacieux pour deux? Le petit Luma avait raison, il manquait encore quelque chose. Si seulement mon père, ma mère et mon frère étaient là, se dit la petite fille ce soir-là. Avec son doudou, elle s'endormit dans le petit vaisseau. Et puis un jour, alors qu'ils prenaient le thé tous les deux, une petite planète apparut à l'horizon, et avec elle, un autre Luma en sortit. Il la fixa. La petite fille demanda « Vous connaissez-vous tous les deux ?» Les deux Luma ne dirent rien. Puis l'un brisa le silence. « C'est ma maman !» Immédiatement, le nouvel arrivant répondit « C'est ma maman !»
Les deux commencèrent à tourner autour d'elle et ne semblaient pas s'arrêter. La petite fille trouvait la situation tellement amusante qu'elle se mit à rire. Et c'est alors que quelque chose de très étrange se produisit. D'autres Lumas se mirent à sortir de la petite planète, des centaines d'entre eux, et tous criaient « C'est ma maman !» La seule vue de tous ces Lumas fit rire la petite fille encore plus fort. Que vais-je faire de tous ces enfants? Je suppose que je vais devoir vous trouver un nom à tous. Le jour suivant, une fois tous les Lumas nommés, elle les fit s'installer dans sa maison fraîchement construite. Puis un jour, une idée immergea dans la tête de la petite fille. Je me demande si ma planète est toujours aussi bleue. Elle se rappela alors du télescope de son père. En regardant à travers la lunette, un petit point bleu flottait dans l'espace, plus petit qu'un fragment d'étoile. C'est étrange, c'est si loin mais si proche à la fois. Elle tourna la lunette jusqu'à ce qu'elle pût voir une colline très familière pour elle. J'avais l'habitude de venir jouer ici quand j'habitais encore sur ma planète. Elle se rappela comment elle frottait ses yeux fatigués alors que son père l'emmenait au sommet de cette colline pour observer les étoiles. Elle se rappela comment elle et son frère faisaient de la luge sur cette colline. Elle se rappela y faire des pique-niques avec sa maman et... Je veux rentrer à la maison, s'exclama-t-elle en pleurant. Aucun des Lumas ne savait quoi faire. Je veux rentrer chez moi, je veux voir ma maison près de la colline, je veux voir ma maman, mais... Je sais qu'elle n'est plus là. Je savais qu'elle n'était pas là dans le ciel parce qu'elle dort sous l'arbre sur la colline. Les pleurs de la petite fille résonnèrent dans l'infini de l'espace sans réponse. Le petit Luma vint la voir. « Maman, tu m'as toujours, moi, et ne pleure pas, ta maman fait partie de toi, elle sera toujours près de toi. »« Non, » dit la petite fille, incapable de s'arrêter de pleurer. Soudain, un sourire emplit le visage du Luma. « J'ai une idée, dit-il. Je vais me transformer en comète pour que tu puisses continuer ta route à travers les étoiles et être heureuse. » En disant cela, le Luma s'éleva dans le ciel, et dans une lumière blanche, le sol trembla du jet de lumière qu'il avait créé. La lumière s'assembla en la comète qui était devenue l'amie de la petite fille. Celle-ci ne pouvait y croire. « Mais comment ?» répétait-elle. Un Luma lui répondit. « Notre destin en tant que Luma est de nous transformer en étoiles, en planètes, en comètes. Nous pouvons devenir tout cela. Quand je grandirai, je deviendrai une étoile pour faire sourire quelqu'un, dit un Luma vert. » Un autre Luma prit la parole. Celui-ci s'est changé en une magnifique comète, je crois. Tous les Lumas dirent alors « Ne pleure plus, maman. Merci, » dit la petite fille dans un souffle. Et depuis ce jour, aucun fragment d'étoile ne coula des yeux de la petite fille. La comète créée par le Luma lui permit de voyager à travers l'espace. Ces Lumas sont ma famille maintenant, et je resterai auprès d'eux jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et quand ils pourront quitter le nid, je les laisserai s'en aller avec un sourire, parce que c'est ce qui rend une mère heureuse. Cette nuit-là, elle se rappela une nouvelle fois de sa planète bleue. Ce serait bien que je revienne de temps en temps sur ma planète pour la revoir. Et ainsi, le voyage de la petite fille continua. On dit qu'elle vient visiter sa planète bleue tous les 100 ans, et que sa trace blanche scintillante est visible dans le ciel, laissant derrière elle des centaines de fragments d'étoiles. Vous vous souvenez, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'un Luma qui se transforme en planète c'était important pour plus tard? Eh bah c'est maintenant. Un Luma s'est sacrifié pour pouvoir aider Harmonie à se déplacer dans l'espace et à accomplir le destin spirituel des autres Lumas. Je précise, oui, c'était Harmonie, évidemment, et ça vous auriez pu le comprendre avant même que l'histoire commence. J'adore l'ambiance de cette pièce, spécifiquement, je sais pas pourquoi, la peinture, le télescope, puis la déco aussi, les petites photos, le feu, bref. Et Bowser lui a dérobé cela? Je pense qu'il est temps d'aller voir un roi des Koopas et de sauver une princesse et son peuple. Dans notre quête des dernières étoiles, on verra bien d'autres paysages. Et puis enfin... Voilà ce à quoi ressemble l'observatoire à sa pleine puissance.
Déjà, le premier plan du niveau nous montre que Bowser a réussi à créer sa propre étoile gigantesque, mais aussi des dizaines de petites, sur lesquelles on se déplace pour arriver à notre objectif final. Également des planètes, un satellite de lave, mais surtout la musique. On sent qu'on touche au but, qu'on y arrive bientôt, que c'est la fin de l'aventure. Bowser nous attend là, devant sa création et nous montre son œuvre, triomphant. C'est l'heure du combat final. Celui-ci n'a rien de classique, même si on est sur une planète comme les autres, la stratégie change et à chaque fois on change de planète. On se rapproche un peu plus de l'étoile jusqu'à ce qu'on y soit pleinement. Vous vous rendez compte des enjeux? C'est pas juste la princesse Peach, c'est tout l'univers et le destin de futures étoiles. Vous remarquerez aussi que la musique ici est la même que lorsque le château de Bowser se faisait tracter, comme pour nous montrer que l'histoire se répète. Mais là, on est préparé, et là, c'est différent. Alors, c'est très bien, on a récupéré la dernière grande étoile, c'est super tout ça, mais... Maintenant que celle de Bowser n'est plus alimentée par quoi que ce soit, il se passe quoi? Eh bien, il se passe exactement ce qu'il se passe lorsqu'une étoile dans la vraie vie n'a plus de carburant. Elle meurt. Et pas de la plus calme des façons. Donc là, le jeu est en train de nous dire qu'on a provoqué la fin de l'univers par une supernova. Et tout va être aspiré dans son sillage, y compris l'observatoire de la comète. Celui qu'on a entretenu, sur lequel on s'est reposé, sur lequel on a retrouvé nos compagnons, duquel on est parti pour sauver l'univers. Qu'est-ce que c'est que cette fin cruelle? Il y a forcément un moyen de s'en sortir. Mais lequel? La réponse, elle est dans notre casquette depuis le début. Quand un Luma se sacrifie, il se transforme en planète, en étoile ou en comète. Mais quand des centaines de Lumas se sacrifient en même temps, quel genre d'énergie ça produit? Assez d'énergie pour genre créer un Big Bang et sauver l'univers? Je vous rappelle qu'à la base, ça part de ça. Dans cette dernière cinématique, Harmony nous dit que déjà des nouveaux bébés Lumas sont nés, signe que l'univers est sauf. Elle nous explique également que ces Lumas se changeront en galaxies, mais également que les étoiles mourantes qui se changent en poussière d'étoiles se reformeront pour former une nouvelle étoile, et ainsi continuer le cycle de la vie. Mario se réveille au royaume champignon. Tout le monde est sauf, y compris le mégalo qui a eu la prétention de créer son propre univers. Et lorsqu'il lève les yeux, le joueur sait que c'est une bonne fin. Welcome! Welcome, New Galaxy! Mais comme l'a dit Harmony, un cycle se répète. Alors,